Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Rendez-vous du Soir. Nous sommes là ce soir, nous parlons de l'actualité, l'actualité oblige. Nous allons commencer par ce propos de Paul Kagame qui fait débat, qui fait couler beaucoup d'encre de salive, en passant par le procès Mwanga Chouchou. Nous allons également aborder la loi Tchani et quelques autres sujets d'actualité. Avec qui nous allons en parler? Eh bien, je reçois pour vous, mesdames, messieurs, Maître Harold Badibanga, qui est haut cadre du parti politique CNC, le parti cher à son excellence Pius Mwabilou. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Madame l'État. Comment ça va chez vous? Chez nous, ça va. Au Congo, ça va. En République démocratique du Congo, ça va. La seule chose qui compte, c'est d'être au service de la République et de prendre conscience du fait que ce pays nous appartient à nous tous. Nous y avons les mêmes droits, les mêmes devoirs et qu'à ce titre, avant de nous poser la question, quand même bien les dire les Américains, avant de revendiquer quoi que ce soit à la République, il faut se poser soi-même la question de savoir qu'est-ce qu'on a fait pour la République. Ok. Déjà, j'ai vu, vous êtes sous le couleur de notre drapeau, un vrai patriote. Oui, je suis fier d'être sous le drapeau national. C'est une façon pour moi de lancer un message parce que tant en communication, tout est communication. En philosophie du langage, tout est langage. Okay. C'est un message pour moi de faire comprendre aux patriotes, aux Congolais que tout n'est pas facile. La situation est tellement grave que le président de la République, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a besoin du soutien de tout le monde, quelles que soient nos tendances politiques, quels que soient nos sexes, quels que soient nos âges, pour bouter définitivement hors d'état de nuire M. Kagame et ses troupes qui nous ont envahis en République démocratique du Congo. D'accord. Puisque nous parlons de M. Kagame, le président du Rwanda, l'actualité oblige. Je pense que vous avez suivi le propos de Kagame qui réclamait ces terres qui sont ici chez nous, en République démocratique du Congo. Plusieurs voix se sont levées à l'instar du ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, que nous allons suivre tout à l'heure et je reviens vers vous. Alors, à la régie, ils peuvent nous donner... Lors de son séjour en République du Bénin, le président rwandais Paul Kagame s'est étendu sur la question relative à l'insécurité qui sévit à l'est de la RDC. À en croire Paul Kagame, une partie de terre rwandais aurait été donnée à la RDC. Ce propos en fait bouger Kinshasa et n'a laissé à ce sujet indifférent le pouvoir, en l'occurrence Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, qui estime que Paul Kagame a perdu la boussole. Maintenant que nous avons démontré clairement que l'FDLR, c'est un parfait faux prétexte qui renvoyait ses troupes en République démocratique du Congo, maintenant qu'on a démontré que la question des réfugiés est une fausse question, d'autant plus que nous, avec les HCR, nous avons déjà commencé la collaboration, on n'a jamais dit non au retour de nos compatriotes qui sont là-bas, et d'ailleurs, je oublie de dire qu'il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et donc, le président de la République a rencontré dans cet esprit le patron du HCR quand il était à Genève pour dire justement la disponibilité de la République démocratique du Congo de faciliter les retours de son compatriote à une condition, c'est que nous travaillons de manière mixte avec le HCR, et évidemment avec la partie rwandaise, qui ne se sont jamais présentés dans les différentes réunions, et que par la suite, avant un quelconque retour, les autorités traditionnelles et la société civile doivent participer dans l'identification de compatriotes qui veulent revenir. De toute évidence, c'est vraiment là qu'il y a une forme de dichotomie dans la démarche du président Kagame. Vous ne pouvez pas penser vouloir retourner les réfugiés chez vous, qui ont fui ces exactions, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui est à la base de la situation de sécurité en l'est de la République démocratique du Congo. Je me ferai l'économie de vous rappeler les RCD, les CNDP, les M23, les M23 et tous ces groupes proxy qu'il a toujours utilisés. C'est parce que justement nous avons détricoté chaque point de sa stratégie de manipulation mensongère
qui pense aujourd'hui pouvoir orienter les débats autrement, il ne nous fera pas. À titre de rappel, les conflits en République démocratique du Congo trouvent ses origines dans les génocides des Tutsis au Rwanda de 1994, ainsi que les événements liés au Burundi qui virent des centaines de milliers de personnes d'origine ethnique Hutu fuir ces deux pays pour l'est de la RDC. Voilà, Maître Harold, vous avez suivi la réaction du ministre de Médias. Il y a également le roi belge qui a réagi. Alors vous, quelle est votre réaction? Est-ce que Kagame n'a pas raison? Non, vous savez, il ne suffit pas en des matières pareilles dire gratuitement qu'il a raison ou il n'a pas raison, mais il faut le démontrer. Ce qui importe, c'est l'argumentaire. Ici, lorsqu'avec Freddy Mulumba Bondo, ancien directeur général de la RTNC, nous tenions un langage clair que, heureusement pour nous, tout le monde a emprunté aujourd'hui au sujet de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Derrière, bien sûr, l'ancien ministre de la communication, Lambert Mende Omalanga. D'aucuns nous prenaient pour de fous, d'aucuns nous prenaient pour des rêveurs, mais je suis heureux qu'aujourd'hui tout le monde ait compris que ce dont on parlait et que dont on continue à parler est une réalité. Il faut partir des origines de la guerre à l'Est pour comprendre qu'à l'époque, Feu Mobutu Sese Seko, ancien président de la République, on peut dire tout de lui, mais lorsqu'il accepta que les Hutus rwandais traversent, c'était une contrainte de la nébuleuse communauté internationale. Il a dit finalement oui, mais en posant un préalable. Le préalable, c'était qu'ils entrent, mais qu'ils soient d'abord désarmés avant d'entrer. On ne lui a pas laissé cette possibilité. La communauté internationale les lui a imposé. C'est comme ça que les Hutus sont entrés. Plus tard, c'est devenu l'argument, le motif majeur pour Kagame Batouare d'entrer en République démocratique du Congo sous prétexte qu'il vient rechercher les FDLR parce qu'il crée l'insécurité pour le Rwanda. Alors que les FDLR en question ne tuent qu'en République démocratique du Congo, ne pillent qu'en République démocratique du Congo. Même une mouche, même une moustique au Rwanda n'ont été touchées. Ça, c'est de 1, de 2. Lorsque les FDLR pillent à l'est de la République démocratique du Congo et d'autres groupes armés, ces minéraux ne passent pas par Kinshasa, l'Équateur, le Grand Katanga, le Grand Kassai, ça passe par le Rwanda. De là à comprendre que ce n'est qu'une raison fantaisiste d'agresser la République démocratique du Congo. Vous allez fouiller dans des annales à l'international. Nous l'avions démontré qu'il y a un plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo pour créer une république qu'on a appelée la République du Volcan. Pour créer une république qu'on a appelée la République de Minembwe. Tout ça, on pensait que nous sommes des fous. Jusqu'à ce que l'ancien président français, avant Macron, c'était celui-là, mais l'autre, Sarkozy, est venu. Nicolas Sarkozy a eu le courage de dire devant nos élus en 2006-2007, si je ne m'abuse pas, qu'il fallait, pour trouver la solution à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, penser au partage des richesses du sous-sol de la RDC entre la RDC et le Rwanda. Malheureusement, nos députés de l'époque n'ont pas crié, n'ont pas hurlé sur lui. En évoluant, on s'est finalement rendu compte que cette politique de la balkanisation de la République démocratique du Congo a commencé et a échoué de Mobutu jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, grâce à la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a su dire et faire dire à tout le monde à haute voix, en commençant par le concert des Nations à l'ONU, que le véritable agresseur de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le petit M23, mais c'est plutôt le Rwanda, c'est Kagame. Grâce à ça, comme un sorcier, lorsqu'un sorcier se rend compte qu'il est découvert, il n'a plus à se cacher. C'est comme ça qu'il dit clairement ce qu'il avait toujours comme plan machiavélique sur la République démocratique du Congo.
Pour moi, ce n'est pas une surprise qu'ils disent en d'autres mots que la République démocratique du Congo a nos terres que nous devons avoir. C'est parce qu'il n'a plus rien à cacher et il est proche de la mort, il est proche de la destruction, parce qu'il a fait de l'autodestruction pragmatique. Que retenir? Il faut retenir ce que le roi des Belges a dit, parce que ni Kagame, ni ses parents, personne n'était à la table ronde de 1885. Mais au moins, il y a eu des archives qui démontrent qu'à l'époque, il y avait eu une seule république qui s'appelait Congo, Rwanda, Urundi. Et la scission a fait que par pitié, que l'on céda une petite partie qui est devenue comme la commune de Bandalungwa, qui est la République du Rwanda aujourd'hui, et une autre petite partie qui est devenue comme la commune de Maluku, qui est le Burundi aujourd'hui. Mais comme devant les difficultés de planter, à manger, d'avoir du vert pâturage pour les brebis, pour installer ses compatriotes, Kagame n'a pas cet espace. Il s'est focalisé, il s'est appuyé sur les Blancs qui ont toujours eu des migraines à voir ce pays entier tel que nous l'avons acquis dans les frontières de 1885. Ils l'ont utilisé pour vouloir prendre une partie de la République démocratique du Congo. Heureusement, l'âme du Congolais est la même. Renseignez-vous, madame, il y a des rebelles qui témoignent sous couvert que lorsqu'ils ont pris une ou deux localités à l'est de la République démocratique du Congo, ils rencontrent l'hostilité des Congolais de l'Est. Et lorsqu'ils libèrent, ils sont chassés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Lorsqu'ils libèrent, parce que la diplomatie agissante de Tshisekedi a fait pour qu'ils libèrent sans qu'il y ait des coups de canon, c'est la joie des populations locales. Ceux qui avaient fui, ils sont allés à la forêt, reviennent. Ça veut tout simplement dire qu'au regard de tout ça, je ne suis pas surpris, mais ça doit plutôt nous interpeller davantage pour que nous comprenions le danger que nous courons, pour que nous comprenions le plan machiavélique que Kagame et ses pairs ont, pour que nous comprenions que la meilleure façon de faire taire ce criminel qui a endeuillé la République démocratique du Congo, ce criminel qui a causé plus de 8 millions de morts en République démocratique du Congo, la meilleure façon de le faire taire, disais-je, c'est deux fronts. Le premier, c'est le soutien total à la région de Tshisekedi Tshilombo qui veut que l'on en finisse une fois pour toutes. Plus question de dialoguer avec des criminels qui profitent du dialogue pour nous infiltrer davantage, parce qu'à l'issue de ce dialogue-là, ils vont comme d'habitude à l'époque du CNDP, à l'époque de la création du M23, à l'époque du RCD, exiger le brassage. Par brassage, tout le monde sait, c'est un secret des polichinelles, les troupes qui composent toutes les rébellions sont les troupes venues du Rwanda et de l'Ouganda. Lorsqu'ils nous exigent à travers le dialogue politique, le brassage, ça veut dire prendre les Rwandais, prendre les Ougandais, les mettre dans notre armée. Lorsque nous les mettons dans notre armée, ils ne sont pas au service, sous le commandement du commandant suprême, ni sous le commandement du chef d'état-major général, mais madame, étonnez-vous, ils sont sous le commandement de Kagame et de Yoweri Museveni. Conséquence, vous avez un Bosco Taganda au sein des forces armées de la République. Quand Joseph Kabila le mute à l'époque de l'Est, à l'Ouest, il refuse. Il se cramponne là-bas et finalement, quand il va à la CPI, il vous dit qu'il est rwandais. Vous avez le cas de Jules Motebusi, vous avez le cas de Kunda Babatouari, et alors, même ceux qui gèrent le M23 aujourd'hui, les Runiga et les autres, ce sont des Rwandais. Quelle serait la vraie solution pour mettre fin à cela? La vraie solution, toutes les guerres ont deux solutions. L'aspect diplomatique n'est pas à privilégier comme le chef de l'État est en train de le faire. Ce n'est pas pour rien que le retrait de certaines zones a été acquis. Mais à côté de cet aspect diplomatique, c'est la guerre pour la guerre. Vous ne pouvez pas, disait M. Laurent Désiré Kabila, être en face
de quelqu'un armé jusqu'aux dents, vous avancez contre lui avec le verbe. Il va vous prendre comme un fou, il va vous tuer. Il faut, et c'est ça la vision même actuelle du chef de l'État, capaciter les forces armées de la République démocratique du Congo, leur donner plus de force pour que là où le M23 et le Rwanda avancent de 2 mètres, nous on avance de 4 mètres. Lorsqu'ils avancent de 3 mètres, nous on avance, on les poursuit juste dans leur dernier retranchement, jusqu'à marcher un peu, jusqu'au Rwanda là-bas, à 100 km et rentrer. C'est seulement à cette condition-là qu'ils vont nous respecter. Et pourquoi ne pas créer des victimes au Rwanda, tuer ne fût-ce que 5 vaches. Comme ça, la communauté internationale qui sautait lorsqu'on endeuille la République démocratique du Congo, lorsqu'on tue, on pille, on viole en République démocratique du Congo, comprendra qu'il faut maintenant intervenir pour un cessez-le-feu véritable. Cessez-le-feu pas à l'intérieur des frontières de la RDC, cessez-le-feu au niveau des frontières qui nous séparent du Rwanda. D'accord. Alors, donc, apparemment, le chef de l'État n'a pas besoin de déclarer la guerre au Rwanda, parce qu'à voir ce qu'il est en train de faire, soit il y a des négociations, on l'appelle par-ci, par-là, l'aspect diplomatique le suffit. Non, le chef de l'État... ouvertement comme ça... Ça dépend de ce que les uns et les autres entendent par la déclaration de la guerre. Mais au-delà de l'aspect diplomatique... dire que nous avons cité, c'est déclaré. Non. Parce qu'il peut mettre ces projets en marche. Non, vous savez, hein, ça dépend du disage de ce que d'aucuns comprennent par rapport à la déclaration de la guerre. Je note avec beaucoup de satisfaction qu'à côté de la diplomatie qui a produit ces fruits, qui continue à produire ces fruits, le chef de l'État a donné encore des moyens en finance et en logistique aux forces armées de la République démocratique du Congo. Je note avec sa satisfaction que si la radio foutaise internationale, qu'on appelle abusivement la radio France internationale, et France 24, ne donne plus assez d'informations sur les différents fronts à l'est de la RDC, c'est parce que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de gagner du terrain. Cette capacitation des forces armées, cette possibilité d'acheter de nouveaux avions de chasse, des munitions, c'est une déclaration de guerre. Et qui sait si, lorsque nous arriverons jusqu'au niveau de nos frontières, parce que c'est l'allure que nous avons, si le Rwanda continue à nous provoquer, même jusqu'à ce niveau-là, nous aurons le droit, en droit international et en relation internationale, de réciproquer. Alors, il ne faut pas que l'on comprenne ou qu'on fasse comprendre à la nation que le chef de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo sont naïfs, ils ne ripostent pas, ils ne repoussent pas les agresseurs. Alors, le fait seulement de réagir par l'arme, c'est une déclaration de la guerre, étant donné que eux qui nous ont agressés, parce qu'en relation internationale, juste une occupation est une déclaration de guerre. Le fait de faire face et de repousser, nous sommes déjà en guerre. Il ne faut pas que le chef de l'État vienne le dire, non, j'ai déclaré la guerre. Il faut qu'on les constate. Non, il faut qu'on le constate. Et le mot est arrivé. Ok, alors, Maître Harold Badibanga, c'est vrai que vous avez dit que nous sommes déjà en guerre, il faudrait seulement qu'on les constate, mais que font les forces de l'EAC à l'est de la RDC? Apparemment, ils ne font rien. Non, écoutez, la question relative à la présence des forces de l'EAC doit être bien cernée et être bien comprise. Lorsque le chef de l'État négocie l'arrivée de cette EAC, de cette force de l'EAC en République démocratique du Congo, il y a eu échelonnement. C'est que ces forces arrivent, primo, pour créer une zone tampon entre les forces rebelles et les forces armées de la République démocratique du Congo. Secundo, pour occuper tous les terrains, toutes les localités occupées par les forces rebelles. En vue de quoi? En vue de la remise de
de ces localités aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est en train de se faire. Tertio, en vue de possibiliser le cantonnement des forces rebelles du M23 quelque part, en vue de quoi? En vue de ce dont le chef de l'État a parlé lors de son face-à-face avec la presse à l'issue de sa réception du président Macron. Suédois, il y a Suisse. Okay. Il a dit qu'il ne s'agit pas ici de négocier avec le M23, mais il s'agit du cantonnement en vue de quoi? En vue de la démobilisation. Pas pour que ces rebelles réintègrent les forces armées de la République démocratique du Congo pour nous infiltrer, mais plutôt pour qu'ils entrent, s'ils sont congolais, qu'ils reviennent à la vie civile. Okay. Et ça, la population doit le comprendre. C'est-à-dire, à malin ennemi. Si, au sein des forces de l'EAC, il y a des pays qui jouent à la duplicité, comme les troupes de l'Ouganda, et qui souffrent le chaud et le froid, parce que j'ai entendu les propos sortis par le fils de Yoweri Kaguta Museveni. Je comprends qu'il peut y avoir complicité quelque part, mais nous, en tant que pays de droit, nous en tenons au contenu des accords de Luanda. Et cela doit se faire graduellement. Si nous nous rendons compte que telle force n'est pas efficace, telle force venue de tel pays joue à la duplicité, et nous allons demander le retrait pur et simple de cette force-là. Et même alors, ces accords de Luanda précisent bien combien de temps les forces de l'EAC vont devoir rester sur notre sol. C'est-à-dire, dès que nous avons réussi le cantonnement des forces rebelles et la réintégration à la vie civile, comme l'a si bien dit le chef de l'État la dernière fois, la mission est finie. Alors, nous sommes respectueux des textes, nous y allons graduellement. Il y a ce que Descartes a appelé l'eschatologie du grand soir. Lorsque nous nous rendrons compte que certaines troupes de certains pays amis, membres de l'EAC ne se comportent pas bien, nous allons les chasser. Nous allons les chasser. Maître, ce ne serait pas tard qu'aujourd'hui on va encore se retrouver avec d'autres troupes plus tard, comme on a aujourd'hui le Rwandais. Ils sont venus par rapport à des négociations, ils sont venus par rapport à des accords. C'est différent. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas craindre qu'un jour ces troupes-là de l'EAC puissent se transformer en... Un Congolais sérieux doit craindre, doit avoir peur, compte tenu de la jurisprudence qu'il y a eu dans les chefs de certains co-contractants de la République démocratique du Congo. Seulement, la différence ici, c'est que ce sont les différents chefs d'État majors de tous ces pays qui ont décidé d'envoyer qui des 300 militaires, qui des 200, qui des 500. Et il y a même un retrait échelonné. On sait qu'à telle date, ces forces vont rentrer. Mais la différence avec l'occupation rwandaise dont nous sommes victimes aujourd'hui, c'est que c'était des rébellions déclarées. Vous vous réveillez un matin, c'est le RCD qui a été créé tout simplement parce que M. Laurent Désiré Kabila avait refusé qu'ils viennent partager avec nous tout ici. Ils ont créé le RCD. Plus tard, vous vous réveillez un matin, c'est le CNDP, plus tard c'est le M23. Le modus operandi par lequel ces troupes sont arrivées au Congo n'est pas le même. Pas parce que ça c'est l'officiel. De deux, la communauté internationale, la nébuleuse sans adresse, l'auteur principal du plan de la balkanisation de mon pays, nous a imposé, j'insiste bien, les différents dialogues politiques avec ces groupes-là pour arriver effectivement au brassage de l'armée et de la police, raison pour laquelle nous avons toute cette infiltration aujourd'hui, raison pour laquelle le chef de l'État, Tshisekedi, l'ayant si bien compris, a refusé le dialogue avec ces aventuriers, ces barbares, ces tueurs et ces professionnels du chaos, et tous les patriotes, tous les nationalistes doivent et sont avec lui.
mais aussi et surtout lorsqu'il a donné l'ordre qu'il y ait un remue-ménage au sein de service de sécurité. L'armée, la police, les renseignements, la migration, pour qu'on sache qui est qui fait quoi et pourquoi. S'il y a eu un certain doute, lorsqu'on constate qu'il y a des origines assez douteuses, on vous met des côtés. Et pour ça, je peux ne pas être de la même option politique que Tshisekedi. Je peux être de la même option politique que Tshisekedi, mais nous, au Congrès national congolais, derrière plus Bilou, c'est la nation et rien d'autre. D'abord la nation. Si nos petites querelles qui du reste sont inhérentes dans la famille peuvent exister, mais d'abord nous devons nous poser la question de savoir demain où est-ce qu'on en sera avec la République démocratique du Congo. D'accord. Maître, nous allons revenir un peu sur le remaniement du gouvernement avec l'avènement de Jean-Pierre Bemba à la Défense. Il y a le ministre de l'économie Vital Kamerhe, il y a Boussa Nyamwisi, il y a François Kaboulot qui sont intégrés le gouvernement. Est-ce qu'on peut s'attendre de quelque chose de bon? Écoutez, lorsque quelqu'un est nommé au gouvernement, il a d'abord été consulté. Qui consulte? Au-delà du premier ministre formateur du gouvernement, le chef de l'État qui seul a reçu le mandat du peuple et qui seul va répondre d'ici la fin de cette année, c'est qu'il peut recommander, étant donné c'est un secret de polichinelle, les Congolais doivent le savoir, il y a aussi un quota du président de la République par rapport aux objectifs qu'il s'est assigné, par rapport aux attentes de sa population. Il dit je veux tel. Jean-Pierre Bemba, il faut scruter tout. Est-ce que c'est un mauvais casting à la défense? Ne nous voilons pas la face à quelqu'un qui connaît la guerre pour avoir fait la guerre. Je me souviens, lors de sa campagne électorale, il a dit « Donnez-moi 6 mois, je vais en finir ». Eh bien, nous sommes en train de voir. Effectivement, nous devons attendre. Mais le problème, c'est que je rappelle ce que les gens ne savent pas. À l'époque où Jean-Pierre Bemba était vice-président de la République dans ce pays entre 2002 et 2004, 1+4. Vice-président de la République en charge des questions économiques, il n'était même pas chargé de la défense politique et sécurité comme Azera Zoubert ou Emmanuel. Mais le gars s'est retrouvé à l'Est. Il est allé jusque dans les plateaux, dans la brousse là, échanger avec les FDLR. Qui peut avoir ce courage-là? Donc, c'est quelqu'un qui sait se déterminer, se sacrifier pour son pays. Son passé en tant qu'ex-rebelle, on oublie. On voit l'engagement qu'il a maintenant par rapport à la restauration de la force de l'État et la protection de l'intégrité territoriale. Et au-delà de lui-même, il y a un commandant suprême des forces armées qui a placé confiance en lui et il n'a besoin que des gens comme Bemba pour le soutenir, aller de l'avant. Alors que les gens émettent des critiques, oui, mais il faut lui faire confiance en le poussant à faire mieux que ses prédécesseurs pour que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soit restauré. De lui, je parle également de tous les autres membres du gouvernement, que ce soit Antipas Mbusa Nyamwisi, que ce soit Vital Kamerhe, Loakaningi Ninkingi, et bien d'autres qui ont rejoint l'équipe qui était là, Sami Adoubango Aoto comme vice-ministre de Bemba. La population attend d'eux prouver qu'il mérite la confiance que le chef de l'État a placée à nous. Le chef de l'État à lui seul ne peut rien. Il a besoin de cette équipe-là pour qu'il l'accompagne. Mais moi, je ne veux pas de certains politiciens congolais qui font avaler des choses à la population, des choses vaines. Vous vous en doutez, lorsque le chef de l'État prenait la décision de décider lorsqu'il décidait plutôt de l'état de siège. Il y a des prorogations. Les gens ont dit, il a nommé des anciens rebelles, c'est pas bon. Mais ils auraient voulu qu'il nomme qui? Parce que les anciens rebelles connaissent les forêts, ils connaissent les pièges dans lesquels ils ont fait cette guerre-là. Ils peuvent bien contrer l'ennemi. Ils auraient bien voulu qu'il me nomme moi. Et aujourd'hui,
Ils vont loin pour dire, mais depuis que l'état de siège a existé, ça produit des fruits? On prolonge, il n'y a pas de fruits. Madame, je pars froid aux yeux pour vous dire que lorsque vous et moi et bien d'autres compatriotes, on se réveille, on se lave, on va travailler, on rentre en toute quiétude, même malgré, s'il vous plaît, il n'y a pas que Kinshasa, j'étais à Kisangani, j'étais à Lubumbashi, je viens de Kolwezi. Je dis que lorsqu'on se promène comme ça, à Kananga, Shingambujimai, lorsqu'on se promène comme ça, c'est parce qu'il y a un rôle important que l'État, pas l'État en tant que gendarme, mais l'État en tant que veilleur de nuit est en train de travailler. C'est-à-dire pendant que vous et moi on dort, il y a nos militaires qui circulent. Et s'ils nous disent, le service de sécurité et l'armée et la police, différents coups qu'ils déjouent pour qu'on soit en quiétude, on ne peut même pas se permettre de sortir. Aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir si l'état de siège n'avait pas existé, la ville de Goma ne pouvait pas déjà être dans les mains des rebelles. La ville de Kisangani, la ville de Bunia, la province de l'Ituri. Ça veut dire qu'il y a des choses que les politiciens qui ne sont pas des militaires ne savent pas, mais comme ils battent de l'aile en perte de vitesse, ils disent n'importe quoi, mais nous, en tant que gardiens du temple, avant gardistes de la République démocratique du Congo, nous devons tirer la sonnette d'alarme pour faire comprendre à la population ce qu'il y a et au vrai sens du mot. Le pays est sur les bonnes voies. Je ne minimise rien. C'est vrai qu'on dit odious asunt restregenda, aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. C'est vrai qu'hier, on tuait à l'Est. C'est vrai qu'on continue à tuer. Mais la raison nous pousse à nous poser la question, hier, on tuait à quel seuil? Aujourd'hui, on tue à quel seuil? Si la réponse est qu'il y a amélioration, on ne tue pas plus qu'on tuait hier, c'est qu'il y a amélioration. Et si aujourd'hui, on ne tue pas 10, on tue 2, c'est que demain ou après-demain, avec les efforts qui sont fournis, aujourd'hui, on ne tuera plus. Et que je sache, il n'y a aucune nation, aucun pays sur la planète Terre qui a l'insécurité zéro. Et la République démocratique du Congo ne fait pas exception. D'accord. Puisqu'on parle de la population, alors maître, nous allons suivre les avis et considérations de Congolais par rapport aux propos de Paul Kagame. Et on se retrouve tout de suite. Je dis ceci, en tant que Congolais du sang, ce que le président Kagame de Rwanda est en train de dire, ça signifie ce qu'il est. Pour moi, je le qualifie comme un fou. On ne peut jamais balkaniser notre pays. Ça, c'est notre pays depuis nos ancêtres. Moi, je ne peux pas quitter le Congo pour aller à Rwanda, dire au Rwanda qu'on doit partager, couper encore une partie pour le Congo. Non, on doit suivre la carte. Si nos ancêtres nous avaient dit que cette partie appartient au Rwanda, ou bien cette partie appartient aux Angolais, voilà. Mais nos ancêtres, même d'ailleurs, le roi Philippe de la Belgique vient de dire aussi, parler de ces problèmes-là. Il a dit que ce que Kagame est en train de... C'est un fou, puisque depuis 1880, Kagame était où? Le président rwandais, d'abord, il s'ignore lui-même ce qu'il est. Et ce qu'il est, lui, il n'a fait qu'un pion qu'on pousse dans tous les sens. D'ailleurs, c'est l'inverse. C'est la RDC qui a une droit à la partie dans la terre rwandaise. Si on se réfère aux limites belges, le Rwanda et le Burundi étaient inexistants à l'époque. D'ailleurs, c'est Mobutu qu'ils ont eu parti du Rwanda. Parce que les Rwandais et le Burundi seraient aujourd'hui les parties congolaises. Et on s'est tué par l'ignorance. Bonne fois aussi. Mais en principe, le président rwandais n'a pas raison. Il n'a pas raison. Il n'a qu'à se référer à ceux qui ont envoyé pour qu'il ait la vérité. Voilà. À vrai dire, en tout cas, une provocation de trop. Une provocation de trop parce que M. Kagame continue à blaguer avec le peuple congolais. Ok? Parce que dire que Ruchu et l'héritage rwandais, ce sont des histoires, cette fois-ci, quant à moi,
je déclare maintenant qu'on doit faire la guerre ouvertement avec le Rwanda. Hein? Le Congolais sera livré. Mais cette fois-ci, si le gouvernement m'entend, on doit déclarer officiellement la guerre avec le Rwanda. Parce que... Eh bien, maître, vous avez suivi. Tout le monde est d'avis qu'on déclare ouvertement la guerre au Rwanda. Ah oui, mais tout le monde est d'avis qu'on déclare ouvertement la guerre au Rwanda. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a deux options sur la table. Et le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de faire, c'est la guerre aussi. Et nous combattons contre qui? Le chef de l'État l'a dit, c'est le Rwanda et Kagame qui nous agressent. Ça veut dire dans le Massissi, à Kichanga et ailleurs, à Kililorwe, les FARDC sont en train de combattre, pas contre les troupes du M23, mais contre le Rwanda. Nous sommes déjà en guerre contre le Rwanda. Les Congolais doivent être apaisés par rapport à ça. Et ce qui est vrai, c'est que la conscience congolaise, lorsque je vois les interviews de mes compatriotes rappeler à ce fou de Kagame l'histoire, parce que quelqu'un a dit, et ce n'est pas le professeur Kamba Ibouacha qui va me contredire, les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont un profond respect pour le passé. Le passé démontre que nos limites, nos frontières de la République démocratique du Congo, elles ont été comme ça depuis 1845, et le feu maréchal Mobutu Sese Seko Mwendo Azabanga avait promis dîner même avec le diable pourvu que ces frontières restent intangibles et le Congo demeure indivisible. Ils veulent tout simplement qu'on se réveille un matin, qu'on leur dise prenez une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Heureusement que pour nous, la constitution de la République, la loi mère, nous l'a interdit. Le faire, c'est de la trahison. Et donc, nous ne le ferons pas. Kagame est aux abois, il est à sa fin, parce que toute la population a compris que la cause juste, c'est celle portée par Tshisekedi, qui ne veut plus de dialogue avec des rebelles, qui ne veut plus de n'importe quelle négociation avec celui qui a tué, qui a pillé, qui a violé, comme pour dire qu'après avoir pillé, violé et tué, le salaire, la récompense, c'est accéder au gouvernement, comme on l'a fait par le passé, c'est entrer dans les forces armées, la police et la DGM, être, je ne sais pas moi, gouverneur par-ci, par-là, pour nous infiltrer davantage, nous produire des sénateurs avec six passeports diplomatiques rwandais pour lui-même, 6 passeports diplomatiques rwandais pour son épouse, et qui se réclame malheureusement sans honte, congolais de père et de mère, et qui s'engage à ne pas trahir la... Quelle honte! Alors, puisque vous parlez de passeport diplomatique, je pense à Mwanga Chouchou, ce procès qui fait aussi couler beaucoup d'encre. Moi, je l'appelle Mwanga Chouchou Kagame Batouari. On a ouvert le coffre, apparemment, il n'y avait rien de spécial. Ah, il n'y avait rien de spécial, heureusement que vous dites apparemment. Mais il y a eu des révélations. Révélations, parce que moi, fils de ma mère, congolais pur d'origine, de Kabeka Mwanganz Wabilumbo Amayoyi, j'ai un seul passeport ordinaire, j'ai un seul passeport de service. Ces passeports m'ont été délivrés par mon pays via le ministère des Affaires étrangères. Mais lorsque vous tombez sur moi et vous découvrez que j'ai un passeport, enlevons le passeport rwandais, un passeport français, américain, je suis suspect. Mais à combien plus forte raison lorsque vous tombez sur quelqu'un, de un, suspecté d'être dans le coup contre la République par rapport à la sécurité de la République qui aurait été trouvé en train de fomenter un coup d'État. Vous trouvez sur lui des munitions de guerre, tant dans sa résidence de Kinshasa que dans sa ferme à l'est de la RDC. Madame, comme si cela ne suffisait pas, vous trouvez sur lui des passeports diplomatiques, 6, donc au total 11. Délivrés par qui? Par le pays contre qui nous sommes en guerre. Madame,
vous allez me dire que ce monsieur est congolais, ce monsieur mérite la clémence des patriotes. Avocat de mon État, la déontologie m'interdit de donner mon avis sur une affaire pendante en justice. Mais là, je fais une analyse simple au regard des faits. Étant donné que cette audience est publique, on a vu ce qu'on a vu, c'est inacceptable pour un État, c'est inacceptable pour un patriote. Okay. Et lorsque nous constatons ça, mais écoutez, vous vous en doutez, nous allons dire notre accord total, implacable, inconditionnel à la loi Tchani. Okay. Effectivement, parce que la loi Tchani, pour ceux qui ne lisent pas, ceux qui ne font pas de recherche, ceux qui n'ont pas la raison, qui trempent très facilement dans le sentiment, alors que j'ai toujours dit depuis la nuit de temps, madame, que les affaires d'État ne s'abordent pas avec état d'âme. Elles s'abordent avec âme d'État, c'est-à-dire avec la raison. La loi Tchani vient mettre fin à sa manière au processus de la balkanisation déjà enclenché. Parce que pour que ce processus, qui date d'ailleurs de quelques mois seulement après l'indépendance de la République démocratique du Congo, après cette indépendance, c'est notre patriarche Moïse Tshombe qui a été instrumentalisé, mais une minute après, il s'est ressaisi, il a compris qu'il était congolais, il ne peut pas continuer avec cette bêtise-là. Sinon, la sécession katangaise, la création de l'État autonome du sud de Kasaï aurait été les deux une réalité. Ça a échoué parce que Moïse Tshombe l'a refusé. Ça a échoué parce qu'au Kasaï, Moulopoué Kalonji, Ditunga avait refusé. Lorsqu'on évolue, au fil de temps, les instigateurs, les fomentateurs, les créateurs de ce plan ont compris qu'il faut infiltrer la RDC avec les gens qui ne sont pas des Congolais ou les gens qui ont des mères congolaises et pas de pères congolais et vice-versa. C'est le cas de Mongachouchou. Parce qu'un Congolais vrai ne peut pas faire ça. Et même alors, cette loi est impersonnelle. Elle ne cite personne. Mais je m'inquiète de voir certains compatriotes, certains individus se réveiller un matin. Non, on parle de tel, on parle de tel. Qui vous a dit qu'on parle de tel? Moi, par exemple, quand on parle de cette loi, qui se sent mauvais, c'est mouche. Pourquoi je ne me mouche pas? Pourquoi je ne touche pas? C'est parce que je comprends que la loi là, elle est vraie. La loi là nous sécurise par rapport aux velléités. Madame, j'ai quelques cas de jurisprudence. Par rapport à ça, j'en parlerai toujours. Tous les Congolais sérieux qui font des recherches savent que dans ce pays, nous avons eu un CTIALE. Il a évolué aux côtés de feu maréchal Mobutu des années durant, mais il est mort. On l'a enterré quelque part. On l'a enterré au Portugal. Parce que l'un de ses parents, et notamment son père, était portugais. Et s'il était président de la République à cet instant-là, et que le Congo, le Zaïre à l'époque, entrait en divergence avec le Portugais, il aurait fait quoi en tant que commandant suprême des forces armées et président de la République? Dans ce pays, dans un passé très récent, l'ancien DG de la DGDA, plus de 10 ans à la tête de la DGDA, ça tombait au Rwanda. Madame, vous pensez que nous sommes tellement fous que nous pouvons laisser passer des choses comme ça? Aujourd'hui, j'ai entendu le prélat catholique, le cardinal de Kinshasa et certains compatriotes aller dans un sentimentalisme exorbitant et extraordinaire pour dire que cette loi est à la fois discriminatoire et ségrégationniste. Je dis non. Cette loi est tout simplement réaliste parce que même au Rwanda, vous n'êtes pas de père et de mère, vous ne briguez pas la magistrature suprême. Ici au Congo, depuis l'acte fondateur du MPR, qui était parti État, parti unique à l'époque, lorsqu'il faut devenir président du MPR et par voie de conséquence président de la République du Zaïre, vous devez être de père et de mère. Allez dans presque tous les pays.
Et vous vous rendrez compte que cette loi n'est pas discriminatoire, madame, pour la bonne et simple raison que elle limite tout simplement l'accès à certaines fonctions de la République et ne les réserve qu'aux Congolais de père et de mère. Pourquoi? Parce que quand on est chef de corps, président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, premier ministre, chef d'état-major général, on ne doit pas être ni figue ni raisin. On peut s'être obligé de manière pas voulu à pencher pour un pays autre que celui pour lequel on est censé se sacrifier. Et en le disant, je démontre que cette loi n'est pas, cette proposition de loi n'est pas ségrégationniste. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit que ceux qui ne sont pas congolais de père et de mère ne peuvent pas jouer d'autres rôles à travers la République. Par exemple, ils peuvent être députés. Vous êtes par exemple un manager de football. Mais on peut faire de vous un bon président de la FECOFA. Et il faut que vous soyez seulement président de la République. Pourquoi? Si vous êtes par exemple bourgmestre, au-dessus de vous, il y a un gouverneur, un ministre de l'Intérieur qui vous contrôle. Mais si vous êtes au plus haut niveau, vous risquez de faire le Mikhail Gorbatchev, un sujet américain qui a trahi l'URSS dès qu'il est élu, il a dissous l'URSS, il est rentré chez lui aux États-Unis. Et nous allons accepter ça. Nous disons non. C'est le pragmatisme, c'est le réalisme. Il n'y a pas de discrimination. C'est beaucoup plus l'intérêt de la République. Tous nos frères qui ne sont pas nés de père congolais, mais de mère congolaise. Tous nos frères qui ne sont pas nés de mère congolaise, soit de père et de mère. Tous les étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur terre seconde sont tous les bienvenus. Mais il y a une loi qui dit, vous, parce que vous êtes comme ça, vous ne pouvez nous aider qu'en faisant ça, ça et ça. Vous, parce que vous êtes comme ça, vous accédez à notre pays, à la gestion de notre pays, mais vous vous limitez à ça, ça. Ça, là, la loi vous dit, vous devez être de père et de mère. Vous n'aimez pas le Congo, vous allez combattre cette loi-là. Et j'invite, avec tout mon patriotisme, le président Mbossoko Diampouanga à ne pas céder aux tergiversations et aux brouhaha, d'aligner. C'est pas lui qui laisse passer, il aligne aux députés de se décider en la votant massivement. Parce qu'il s'agit de notre avenir, l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants, de nos arrière-enfants, de toutes les générations. Parce que je l'ai toujours dit, nous avons l'obligation de léguer ce pays dans les conditions plus meilleures que celles dans lesquelles nous l'avons hérité de nos arrière-grands-parents. D'accord. Alors, Maître Harold, vous êtes de l'Union Sacrée. Dernièrement, vous avez signé la charte de l'Union Sacrée. Apparemment, vous faites comme le FCC. Je suis... Les mêmes personnes qui ont signé avec le FCC, les mêmes personnes qu'on a vues l'autre fois avec Mobutu aujourd'hui, ensemble autour du président de la République, en signant également la charte. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Je suis très à l'aise d'aborder cette question. Est-ce que dans votre génération, il n'y a pas de gens que le président de la République peut prendre et puis faire une nouvelle classe politique? Je suis très à l'aise d'aborder cette question parce que les gens pensent que la politique, c'est comme le football. Tu te réveilles un matin, on te donne un ballon, tu joues dans ton quartier, demain tu te retrouves dans une petite formation au Mati. Les gens pensent que la politique, c'est comme des pasteurs à Kinshasa. Tu te réveilles à 8 heures, tu achètes une Bible, tu commences à prêcher dans les bus. Toi-même, à midi, tu te proclames pasteur. À 14 heures, tu te proclames bishop. À 15 heures, tu es archibishop. Non. La politique, c'est un monde d'initiation. Pour devenir grand, il faut monter sur les épaules des grands. Ça, c'est de un. De deux, vous me posez la question de savoir, est-ce qu'au gouvernement, il n'y a pas des jeunes sur lesquels les chefs de l'État ne pouvaient pas compter? Comme si... Madame, vous avez feuilleté toute la liste, vous n'avez pas vu des jeunes. Il fallait plutôt remercier et féliciter le chef de l'État pour avoir pris, et les vieux,
et les jeunes. Il les a mis ensemble dans un gouvernement pour permettre aux jeunes d'avoir l'expérience des grands et aux grands d'initier les jeunes. Je prends juste un seul exemple. L'actuel ministre, vice-ministre plutôt de la Défense, c'est un jeune, très jeune. Vous avez dans le gouvernement passé et même dans le gouvernement actuel, mon ami Sylvain Mutombo était jeune. Vous allez me dire que le ministre de la jeunesse est vieux. Il y a des cas comme ça. Vous allez me dire que Mouyaya, Liaou, Tony Mwaba, la vice-ministre de Tony Mwaba sont des vieux. Vous allez me dire que Didier Manzenga est vieux? Non. Les gens ont acquis ce que certains appellent l'ikundu. Quand il faut critiquer, il faut mais quand il y a des choses à analyser en face, non. Madame, pour revenir à la question, vous me posez la question de savoir, on fait comme si c'était le FCC. Vous pensez que le chef de l'État, qui a besoin de l'adhésion de tout le monde, par rapport à quoi? À sa vision de restaurer la dignité du Congolais, remettre au Congo toute son intangibilité de frontières, remettre au Congolais sa dignité à travers les nations, parce qu'en relation internationale, on dit qu'un pays n'est réellement pays que lorsqu'il devient fréquentable. Vous voyez le balai diplomatique qui vient ici jusqu'à déplacer le pape, l'évêque de Rome. Non. Ce que le chef a fait, c'est qu'il a ouvert la porte à tout le monde parce qu'il n'y a pas plus congolais que quiconque. J'ai toujours insisté sur le fait que ce Congo nous appartient à nous tous. Nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il a ouvert la porte à l'union sacrée pour tout le monde. Mais à la différence de ce qu'il y a eu des années, c'est lui-même qui a le bâton de commandement. Il a laissé la possibilité à tout le monde de venir, mais il y a une ligne de conduite. Il y a ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Le moment venu, lorsqu'il se rendra compte que tel n'a pas répondu aux attentes par rapport à notre charte. Mais vous connaissez la sentence. Donc, je ne prête pas voix à ceux qui font de la masturbation à la fois politique et intellectuelle pour faire, pas de la critique, mais de la criticalité et même du critiquisme qui n'a rien à voir avec ce qui doit nous mettre ensemble. Donc, ceux qui sont là ont mordu à l'hameçon par rapport à la vision que Tshisekedi Tshilombo a. Il y a une ligne de conduite, la sortie officielle de l'Union sacrée, après bien sûr la signature de la charte, est prévue d'ici le 28 avril. Ça va se passer comme tel. Il n'y a rien de mal à ce que le chef de l'État soit fédérateur. Ils l'ont critiqué pour dire, depuis que l'Union sacrée est là, il n'y a pas eu de formalisation, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de signature. Quand on signe, une autre critique vient, mais ce sont les mêmes qui étaient là. Mais ceux qui étaient là, ceux qui sont là, qui ont travaillé avec Joseph Kabila, sous Kabila, il y en a eu qui étaient là, mais qui ont travaillé avec Mobutu. Ce qui importe, c'est la sincérité et l'apport réel qu'un citoyen congolais, quel que soit son passé, apporte pour l'édification de notre pierre qui est la République démocratique du Congo. Il faut qu'on arrête avec la chasse à la sorcière. D'accord. Maître Harold Badibanga, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais j'aimerais vous poser cette question. On parlait de ça en coulisses là-bas. La loi portant interdiction de la consommation de la viande des animaux domestiques. Du chien. Voilà, du chat et du chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je sais que vous êtes de là-bas. Je suis Moulouba de père et de mère. Je suis très mal placé pour aborder cette question. Mais en une phrase, je pense que c'est de la masturbation parlementaire de la part de ces députés-là qui sont en train de raisonner de cette manière. Et d'ailleurs, ils font ce qu'on appelle en philosophie du langage l'autodestruction
pragmatique. Ils disent qu'on doit légiférer contre la consommation de cette viande de chien et du chat parce que ce sont des animaux domestiques qui vivent avec nous. Au même moment, ils consomment le canard, la chèvre, le mouton. Et les moutons et les coqs ne vivent pas avec nous. Il faut tout simplement dire qu'il faut légiférer pour que la consommation de la viande du chien, comme certains chiens ont la rage, soit testée par un médecin vétérinaire avant d'être consommée pour protéger la population. Pour le reste, la masturbation parlementaire de certains députés qui n'ont plus de la présence sur le terrain, qui se cherchent un peu une santé politique à l'approche des élections, ils font un peu du buzz. C'est du nul. J'ai pris ça comme un chiffon, j'ai mis dans la poubelle. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous Maître Harold Badibanga, au cadre du parti politique CNC, de l'excellence Pius Mobilou. Merci, Maître, de répondre à notre invitation. Je vous en prie, madame, c'est vous à qui je dis merci. Je serai toujours là pour servir ma République à tout moment que vous aurez besoin de moi. D'accord. Merci à mon équipe technique, à Papa Freddy. Merci à toi, à Lazik Makoukoula. Merci à toi. Et merci à Andric Capinge. On se retrouve très prochainement à travers un autre numéro. Bye bye.